La semaine dernière, avec Roland Barthes, j'ai parlé de cette décision de ne plus écrire comme un premier sens de la fin de la littérature. Et j'ai annoncé que pendant un certain nombre de séances, j'explorerai le thème des dernières œuvres, du style tardif. Mais depuis la semaine dernière, j'ai pensé encore à deux sens que je voudrais introduire. Pour commencer, deux sens de cette expression « fin de la littérature ». Le premier, c'est tout simplement la mort des écrivains et la petite fin de la littérature que représente chaque mort d'écrivain. Et j'y ai pensé parce que je tombais dans un texte de Roland Barthes que je regardais pour la semaine dernière sur une remarque relative à la mort des auteurs et à l'émotion qu'il ressentait face à la mort des auteurs. Lui qui avait pourtant écrit cet article célèbre sur la mort de l'auteur, suggérant que de toute façon tous les auteurs étaient déjà morts et qu'il fallait tous les lire comme s'ils avaient toujours été morts. Et pourtant, Barthes écrit dans Le Neutre, « Lire l'auteur mort est pour moi vivant, car je suis troublé, déchiré par la conscience de la contradiction entre la vie intense de son texte et la tristesse de savoir qu'il est mort. Je suis toujours triste de la mort d'un auteur, ému par les récits des morts d'auteurs. » Tolstoï, Gide, le deuil est vivant. Comme si tous les auteurs n'étaient pas morts, que notre bibliothèque, nos textes n'étaient pas faits de mort, et comme si, devant la mort d'un auteur, il y avait une sorte de retour du refoulé de la théorie littéraire et de la textualité, à savoir la biographie, l'illusion biographique, comme il y a une illusion référentielle et une illusion intentionnelle. C'est un peu comme si la théorie ne supportait pas la mort, ou que la mort ne supportait pas la théorie. Avec la mort d'un écrivain, c'est une petite mort de la littérature. Un peu de la littérature meurt avec un écrivain qui s'éteint. Et je crois que c'est un sentiment qu'on retrouverait chez Chateaubriand. On voudrait que les auteurs ne meurent pas, continuent de donner des livres. Et je fais le projet de parler un jour de la mort de Bergotte, ici, je crois que j'ai peut-être déjà dit la semaine dernière, mais je ne sais pas si j'y arriverai, bien entendu, mais j'aimerais bien, dans le contexte de ce cours, parler dans cette perspective de la mort de Bergotte. Et le second point auquel je pensais depuis la semaine dernière, c'est en rapport avec un texte que nous avons lu l'an dernier, sur lequel nous avons insisté, le texte de Proust intitulé « Sur la lecture », et la description de la mélancolie qui envahit le lecteur à l'approche de la fin d'un livre, à la lecture des dernières pages, toujours trop vite advenue. Et là aussi, c'est comme une petite mort de la littérature, telle que Proust le décrit dans Sur la lecture. Puis, la dernière page était lue, le livre était fini, il fallait arrêter la course éperdue des yeux et de la voix qui suivait sans bruit, s'arrêtant seulement pour reprendre haleine dans un soupir profond. Pour le narrateur, pour Proust, il y a quelque chose de difficilement supportable, de dur à accepter que la fin des livres. Et je crois que c'est une épreuve à laquelle on peut être sensible, cette tristesse qui nous fait ralentir, c'est ça qu'il décrit, ralentir la lecture d'un livre à l'approche des dernières pages. Et voici
le passage de Sur la lecture, ces gens pour qui on avait haleté et sangloté, on ne les verrait plus jamais, on ne saurait plus rien d'eux. Depuis déjà quelques pages, l'auteur, dans le cruel épilogue, et je crois qu'il y a là cette notion de la cruauté des écrivains qui terminent les livres et qui nous frustre, au fond, à chaque fin de livre. La fin d'un livre est cruelle, les écrivains sont cruels. L'auteur, dans le cruel épilogue, avait eu soin de les espacer avec une indifférence incroyable pour qu'ils savaient l'intérêt avec lequel il les avait suivis jusque-là, pas à pas. L'emploi de chaque heure de leur vie nous avait été narré, puis subitement, 20 ans après ces événements, on pouvait rencontrer dans les rues de Fougères un vieillard encore droit, etc. Une sorte de petit pastiche de Balzac. Et le mariage dont 2 volumes avaient été employés à nous faire entrevoir la possibilité délicieuse, nous effrayant puis nous réjouissant de chaque obstacle dressé puis aplani, c'est par une phrase incidente d'un personnage secondaire que nous apprenions qu'il avait été célébré. Nous ne savions pas au juste quand, dans cet étonnant épilogue, écrit, semblait-il, du haut du ciel, par une personne indifférente à nos passions d'un jour, qui s'était substituée à l'auteur. Peut-être faudrait-il faire ici quelque chose sur ces fins, ces épilogues, et sur leur cruauté, ces fins accélérées de Balzac et de Stendhal, comme à la fin de la dernière page de La Chartreuse de Parme, et suit sur la lecture ce fantasme un peu enfantin, puisque c'est une lecture d'enfant, de la lecture et de la vie. On aurait tant voulu que le livre continuât, et si c'était impossible, avoir d'autres renseignements sur tous ces personnages, apprendre maintenant quelque chose de leur vie, employer la nôtre à des choses qui ne fussent pas tout à fait étrangères à l'amour qui nous avait inspiré et dont l'objet nous faisait tout à coup défaut, ne pas avoir aimé en vain pour une heure des êtres qui demain ne seraient plus qu'un nom sur une page oubliée dans un livre sans rapport avec la vie. Avec les dernières pages d'un livre, c'est aussi un peu de la littérature qui s'éteint. La fin d'un livre laisse le lecteur orphelin, et Proust laisse voir de l'hostilité, une sorte de ressentiment contre les écrivains en relatant cette expérience de petite mort qu'est la fin d'un roman. Et peut-être que le romancier, lui aussi, ressent cette mort, et je citais la semaine dernière ce que Barthes disait de George Sand, qui terminait l'écriture d'un roman à 2 heures du matin et qui en recommençait un autre à 3 heures du matin. Et beaucoup de lecteurs font la même chose, terminent un roman à 2 heures du matin et en recommencent un autre à 3 heures du matin pour conjurer cette petite mort de la fin du livre et sans laisser d'intervalle pour le deuil. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle binge-watching. Je ne sais pas comment on traduit cela en français pour les spectateurs des séries télévisées. Et je crois que cela explique aussi le plaisir que décrit Proust et que condamne Sainte-Beuve à lire Balzac, car on n'en a jamais fini avec les personnages qui reviennent d'un roman à l'autre. Je sais bien qu'il y a la dernière incarnation de Vautrin, mais jusque-là, beaucoup de retours. Et on peut penser aussi à ces œuvres inachevées qui sont poursuivies par d'autres pour ne pas laisser les lecteurs dans le deuil, comme pour cette série à grand succès Millennium, que je n'ai pas lu, mais dont je sais qu'elle a été poursuivie par un romancier qui a pris le relais du premier créateur. Il y a donc les fins des romans, les fins des écrivains. Mais ce que je voudrais traiter aujourd'hui, et sans doute dans plusieurs leçons, ce qui devrait être un thème assez porteur de ce cours, ce sont les fins de carrière
les dernières œuvres ultimes, terminales. Et même si les écrivains ne décident pas d'arrêter d'écrire, hein, c'est l'hypothèse que j'évoquais la semaine passée, et même s'ils décident d'arrêter, hein, il y a toujours eu une dernière œuvre, et cette œuvre, elle est presque toujours lue autrement que les autres. Or, en regardant ce qui avait été fait sur ce sujet, j'ai été surpris de constater qu'il était assez peu traité du côté de la littérature, du côté des écrivains, en tout cas si on les compare aux peintres et aux musiciens, sur lesquels la bibliographie est très abondante. Bien sûr, on connaît des ouvrages sur le dernier Baudelaire ou la vieillesse de Chateaubriand, mais au fond, ce sont des cas singuliers et non pas une réflexion plus générale. Et on peut se demander pourquoi la bibliographie est tellement abondante à propos de la peinture et aussi de la musique et si rare à propos de la littérature. La raison est sans doute assez évidente, mais je ne pense pas qu'il faille s'y arrêter. C'est l'importance plus grande du corps, de la force physique dans la création plastique ou musicale, de l'état de santé par rapport à la création littéraire pour laquelle on pense qu'il suffit de garder un peu d'esprit. Et malgré la proposition de Léonard de Vinci, la pittura è cosa mentale, mais il faut aussi les yeux et la main. Le corps est donc beaucoup plus indispensable et une beaucoup plus grande attention est portée sur ces défaillances par opposition à la tête, à l'esprit. Le deuxième constat, c'est que c'est avant tout un sujet allemand. Et on aura aussi à se demander pourquoi il y a tant dans la bibliographie en allemand et relative à la peinture notamment. On peut peut-être déjà donner des indications. Il semble que le modèle soit probablement Goethe, et c'est toujours à lui qu'on en revient pour expliquer cette prédominance de cette réflexion dans la pensée allemande. Et voici quelques éléments de bibliographie qui nous montrent que le sujet apparaît de manière massive chez des sociologues, des historiens de l'art. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les textes qui sont là autour de Simmel, et dans cette première partie qui est allemande, ce sont toujours des textes très courts. C'est des pamphlets, une conférence, un discours, c'est un texte court sur cette idée d'écriture tardive. Alors Simmel, c'est sur Léonard de Vinci, la scène, j'en parlerai, sur Rembrandt, ça c'est un texte plus général, 1925, et puis ce sont des textes courts d'écrivains, Hermann Brock, de poètes, Gottfried Benn, et puis une conférence du grand historien de l'art Kenneth Clark, où là où on a un texte en anglais, The Artist Grows Old, conférence de 1970, et puis à une période beaucoup plus récente, depuis le livre d'Edward Said en 1906, qui reprend cette tradition, On Late Style, mais vous voyez que c'est un livre qui est d'abord sur la musique. Maintenant, c'est un sujet qui est assez volontiers traité par les historiens de l'art de langue anglaise au Royaume-Uni et aux États-Unis. Donc, voilà quelques textes qui définissent en quelque sorte le canon de cette question. Et il n'y a pas vraiment de texte français à y ajouter. C'est une bibliographie avant tout allemande, c'est une notion de l'histoire de l'art
déplacé dans l'histoire de l'art, comme toute l'histoire de l'art, à partir des années 30, qui a quitté l'Allemagne pour aller vers les États-Unis à partir de 1933. Et les textes français sont très tardifs et assez rares. Hier, je me disais, mais il faut tout de même que j'en trouve un. Et je pensais à un titre que justement je n'ai pas trouvé en librairie, tellement il est rare. C'est le livre de Simone de Beauvoir, intitulé La vieillesse, publié en 1970, qui n'était dans aucune des librairies du quartier. Donc je ne l'ai pas lu, mais le cherchant, j'ai appris qu'il allait être publié, il était plus édité depuis assez longtemps, et que dans 15 jours, il allait sortir dans la collection Folio. Donc on pense être original, et on se trouve qu'on est simplement représentatif d'un mouvement à parler de la vieillesse, et dans 15 jours, je pourrai lire La vieillesse de Simone de Beauvoir. Mais c'est un sujet donc qui est peu français, et d'ailleurs, le panthéon des artistes tardifs touche peu de peintres et d'artistes français. Quand on regarde ce panthéon, eh bien, on y trouve Michel-Ange, Titien, Vinci, Rembrandt, Gréco. Hors des arts plastiques, Beethoven avant tout. Et si l'on veut ajouter des artistes français à ce canon de l'artiste âgé, mais il faut attendre Degas, Monet, les Nymphéas ou Matisse. Mais vous le voyez, c'est vraiment fin du XIXe siècle et début du XXe siècle. Il y a donc un intérêt allemand soutenu pour cette notion de Alterswerk, Old Age Art, qu'on traduirait sans doute par art de vieillesse en français, et qui désigne cet art des dernières années des artistes, et qui est une notion individuelle, l'art de chaque artiste dans les dernières années de sa vie. Et puis, il y a cette notion qui est introduite ici, qui est sans doute plus intéressante et plus controversée, de Spätstil, d'art tardif, et qui est donc non plus seulement une notion individuelle, mais une notion qui pourrait être générique. Y a-t-il des traits communs aux œuvres tardives de différents artistes? Alors, tout ça, c'est des notions qui ne sont pas si faciles à traduire en français. Sont-elles légitimes? Sont-elles valides? Y a-t-il une corrélation entre l'âge et le style, pour ne pas parler d'une causalité? Y a-t-il une pertinence à s'intéresser à l'état physique et mental des artistes dans la dernière personne de leur vie, et comment faire jouer ces déterminations par rapport à d'autres, des déterminations contextuelles du style tardif des artistes, par exemple l'apparition de nouvelles formes et la tension qui peut exister chez un artiste tardif entre ce qu'il fait et ce que font des contemporains beaucoup plus jeunes. Par exemple, dans La recherche du temps perdu, souvenons-vous de l'apparition du nouvel écrivain original. Apparaît le nouvel écrivain original lorsque Bergotte est encore vivant, et dans les phrases qui sont citées du nouvel écrivain original, c'est probablement Paul Morand ou Jean Giraudoux, et ressenti par Bergotte, sinon par Proust, comme un défi. C'est donc un phénomène qui est relativement peu étudié et un concept qui est peut-être fragile que celui de style tardif, et sans doute faudrait-il s'intéresser aux contributions de la psychologie
de la physiologie, de la pathologie. Il y a des travaux sur la détérioration physique des artistes, par exemple sur la cataracte de Monet ou celle de Titien, sur la Parkinson, maladie de Parkinson de Poussin, sur la maladie d'Alzheimer d'Agatha Christie ou de Iris Murdoch. Et tous ces travaux sont faits aujourd'hui. Mais je voudrais revenir à un peu plus de profondeur historique parce qu'il y a véritablement des lieux communs chez les historiens de l'art pour réfléchir à ces notions. Et les deux œuvres canoniques auxquelles il est toujours référence, ce sont les deux Pietas de Michel-Ange et de Titien. Deux dernières œuvres laissées inachevées. Alors, il y a la notion d'inachèvement qui est là. Deux œuvres laissées inachevées par des artistes qui sont quasi nonagénaires. L'un et l'autre ont 89 ans à peu près au moment de ces réalisations. Donc il y a la Pietà Rondon-Danini qui est à Milan, dernière œuvre de Michel-Ange auquel il travaillait encore 6 jours avant sa mort, à l'âge de 89 ans, et avec ces deux formes ébauchées du Christ et de sa mère, embrassée, tragique, et dans laquelle on peut déjà voir une sorte de lieu commun auquel on aura à revenir, de l'analyse de ces styles tardifs où on a tendance à déchiffrer la prophétie de l'art du futur. Et au fond, ça serait déjà, mais c'est un lieu commun, une annonciation de Rodin. C'est l'ancien qui contient le nouveau. Et puis, la Pietà du Titien, qui est à l'Académie à Venise, laissée inachevée, elle aussi, donc à sa mort, à l'âge de 86 ou 88 ans. On ne connaît pas la date de sa naissance, et qui a été achevée par Palma le Jeune, qui est dans le style tardif, distinct de Titien, caractérisé par Vasari. Je vais y venir. Mais c'est donc une vieille histoire que cette réflexion sur les dernières œuvres des écrivains et sur leur singularité, avant d'aller vers des traits unitaires qui réuniraient les œuvres tardives. Et l'un des textes les plus anciens, c'est l'analyse que Pline fait de la peinture, dans laquelle il y a une valorisation particulière des dernières œuvres. Et on touche déjà, au fond, à ce mythe de la dernière œuvre comme œuvre testamentaire, comme œuvre privilégiée. Pline écrit dans l'Histoire naturelle, mais ce qui est tout à fait rare et mérite d'être retenu, c'est le fait que les dernières œuvres d'artistes, ainsi que les toiles inachevées, puis il donne quelques exemples, soient plus admirées que des œuvres achevées. Donc les dernières œuvres, même inachevées, sont plus admirées que les œuvres achevées. Et il donne deux raisons, car en elles, il est possible de considérer les traces de l'esquisse et la vision même de chaque artiste. En outre, la peine que la main ait été interrompue au milieu de l'exécution participe à l'estime que le public affecte pour l'artiste. Il y a donc deux arguments qui sont donnés en faveur des œuvres ultimes et de leur valeur supérieure, même si elles sont inachevées et imparfaites. Le mot est là. Au fond, elles sont plus que parfaites, ces œuvres inachevées, parce qu'elles sont, premièrement, révélatrices des procédés de l'artiste. Dans l'œuvre inachevée, on découvre
l'intention, la fin, grâce à la genèse qui est exposée, qui se découvre mieux au spectateur que dans une œuvre achevée. Il y a les reliques, le mot relique est là quelque part, lineamenta reliqua, il y a les reliques de cette genèse qui sont exposées. Et d'autre part, et c'est un argument fondamental, il y a l'émotion qui est suscitée chez le spectateur qui sait qu'il s'agit d'une œuvre ultime. Dolor est manus cum id ageret instinctae. On estime l'œuvre parce qu'on sait que c'est la dernière. C'est aussi ce que j'évoquais tout à l'heure avec la citation initiale de Barthes sur cette émotion devant la mort de l'auteur. Et au fond, il y a là un biais de l'interprétation qui fait que, c'est pour ça que la théorie est en échec, on ne peut pas ne pas se livrer à une lecture biographique de la dernière œuvre. Ou du moins, c'est très difficile. Il y a donc l'idée chez Pline d'une supériorité, d'une perfection paradoxale de l'imperfection et de l'inachèvement. L'œuvre laissée à la mort de l'artiste est plus parfaite que les autres. Et pourtant, ce n'est pas la leçon qui a été très longtemps retenue par la tradition de l'histoire. C'est seulement au XIXe siècle, avec le romantisme, qu'on est au fond revenu à cette idée. Il faudra attendre très longtemps pour retrouver cette dimension plus que parfaite de l'œuvre dernière. En vérité, pendant très longtemps, elle est plutôt discréditée selon un schéma qui est celui du déclin avec l'âge. Et le modèle, c'est celui qu'on trouve chez Vasari, dans les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, lorsqu'il parle précisément du Titien, puisque Titien est celui qui a vécu le plus vieux et qui est en somme le modèle même de cet artiste âgé. Et chez Titien, Vasari distingue une évolution. Donc, un artiste, c'est le schéma qui deviendra très traditionnel, celui de la jeunesse et de la maturité, jeunesse, maturité, et enfin vieillesse de l'artiste. Et on a là un texte fondamental sur le style tardif qui est cité partout et qui est écrit du vivant du Titien, après une visite de Vasari à Titien à Venise en 1566. Et voilà ce qu'il dit. On doit encore au Titien, c'est le catalogue de l'œuvre, une composition d'une beauté merveilleuse où il représente Adonis entouré de ses chiens et se séparant de Vénus, le Vénus et Adonis qui est au Prado de 1654. Dans un autre tableau de même dimension, il peignit Persée délivrant Andromède du monstre marin. On ne peut imaginer rien de plus ravissant. Donc ça, c'est la seconde manière du Titien, la manière de sa maturité. Nous en dirons autant de son enlèvement d'Europe et de sa Diane métamorphosant Actéon en cerf. C'est la mort d'Actéon qui est à la National Gallery de Londres, mais vous voyez que ce n'est pas tout à fait le même style. Hein. En fait, c'est une œuvre que Titien a conservée et sur laquelle il a continué à travailler jusqu'à sa mort. Donc, elle est à la fois du style de la maturité et du style tardif. Et le roi d'Espagne possède ces 4 morceaux où, par la vivacité de son coloris, le Titien a presque donné la vie à ses personnages. Et Vasari continue. Dans ces tableaux, le Titien observe une méthode
c'est modo di fare, complètement différente de celle qu'il avait suivie dans sa jeunesse. Ses premières productions se distinguent par un fini incroyable, condotte con una certa finezza e diligenza incredibile, qui permet de les regarder de près comme de loin. Ces derniers ouvrages, au contraire, sont heurtés à grands coups de pinceau, condotte di colpi, tirate via di grosso et con macchie, de sorte qu'il faut s'en éloigner pour les voir dans leur perfection. Beaucoup d'artistes, pour paraître habiles, ont voulu imiter cette marche, mais ils n'ont obtenu que de déplorables résultats, parce qu'ils ont pensé que le Titien procédait avec promptitude et sans rencontrer de difficultés. Ils se sont trompés, car on reconnaît que le Titien est revenu à maintes reprises sur ses premières touches. Alors c'est une réflexion qui est capitale. D'abord, il y a cette idée d'évolution du style, de modo di fare, où un peu plus loin, Vasari parle de ultima maniera, fatta di macchie, donc la dernière manière du Titien faite de taches. Donc évolution du style entre les œuvres de jeunesse et de maturité, puis les œuvres tardives, et puis l'introduction de ce qui deviendra une sorte de règle dans l'analyse de ces œuvres, c'est celle de la libération des règles de l'art. Avec l'âge, l'artiste se libère et fait preuve d'une audace d'exécution acquise grâce à la longue familiarité du médium, et donc obtient cette simplicité à propos de laquelle Vasari insiste sur le fait qu'elle n'est qu'apparente. Simplicité apparente de l'œuvre, simplicité illusoire, puisque ceux qui ont tenté de la copier n'ont pas réussi. Et vous voyez qu'il met en garde sur l'interprétation de la vitesse et de la simplicité, de la facilité, et on retrouve l'idée de cette négligence diligente. C'est la sprezzatura. C'est une nature qui est le comble de l'art. L'autre jour, je voyais qu'on disait exactement la même chose des dernières œuvres de Manet. Les dernières fleurs de Manet ont l'air faciles, mais c'est le comble de l'art. Donc Vasari écrit du vivant du Titien et il se montre dédaigneux de ses dernières productions, donc les dernières œuvres, les œuvres tardives. Il ajoute « Le Titien est arrivé à l'âge de 76 ans environ, en s'occupant de tous ses travaux et d'une infinité d'autres, sur lesquels la crainte d'être fastidieux m'engage à me taire. Le Titien a gagné des sommes énormes, ses ouvrages lui ayant toujours été très bien payés, mais il aurait dû, dans ces derniers temps, ne travailler que pour son délassement, afin de ne diminuer en rien la réputation qu'il s'était acquise dans la force de l'âge. » Et on voit apparaître là une réflexion qui reviendra très très souvent à propos des peintres, aussi à propos des écrivains. C'est ce que Sainte-Beuve dira à propos de la vie de Rancé. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'y arriver. Il aurait mieux fait d'arrêter avant. Et vous pouvez observer que la traduction est d'ailleurs très édulcorée. C'est la traduction du XIXe siècle, puisque ça se termine en disant « E quando la natura per la sua declinazione non tendeva all'imperfetto ». Et quand la nature, par son déclin, n'allait pas vers l'imperfection. Donc c'est bien la thèse de l'imperfection liée au déclin physique des œuvres durant la troisième période du Titien. Et Vasari lui avait rendu visite en 1566 à Venise, c'est donc encore près de 15 ans avant la mort du Titien, 15 ans d'œuvres qu'il considère comme plutôt superflues. Vous voyez qu'on a deux idées qui sont capitales. D'abord celle de la licence
accordée à l'âge, et d'autre part, celle de, je veux dire, cette liberté par rapport au médium, cette transcendance par rapport à la matière, et puis celle de cette décrépitude qui l'emporte irrémédiablement, avec la notion qu'il aurait mieux valu se retirer, il aurait mieux valu s'abstenir. Il faut savoir arrêter, après, il est trop tard. Et le cas suivant, qui est le plus, après Pline et Vasari, le cas que je voudrais évoquer, et il va nous mener à Chateaubriand, c'est au fond le troisième lieu commun classique de la réflexion sur l'âge des peintres et sur leur état physique, c'est la main de Poussin, cette main qui donne lieu à l'admirable hypallage de Chateaubriand dans La vie de Rancé, cet admirable tremblement du temps qui déplace le tremblement de la main du peintre vers le temps. C'est le temps qui tremble avec la main, c'est la mémoire, c'est l'écriture. Alors Poussin disparaît à 71 ans, mais il se plaint de sa main qui tremble depuis plus de 20 ans. Et l'on reconnaît dans ses dessins le style graphique qu'il inventa pour surmonter cette condition physique dégradée. Il écrit à son ami, le collectionneur et son patron, Chanteloup, en 1658, c'est à la Bibliothèque nationale que sont ces lettres à Chanteloup, donc il a 64 ans, et vous pouvez lire « Si la main me voulait obéir, j'aurais quelque occasion de dire ce que Thémistocle dit en soupirant sur la fin de sa vie, que l'homme finit et s'en va quand il est plus capable ou qu'il est prêt à bien faire. Je ne perds pas courage pour cela, car cependant que la tête se portera bien, tant que la tête se portera bien, quoique la servante, la main, soit débile, elle lui fera toujours observer les meilleures et plus excellentes parties de ce qu'elle fait profession. » Donc, la main pourra contrôler, la tête pourra contrôler la main, compenser les infirmités de la main qui ressent, telles que Poussin les ressent. Et il y a beaucoup de lettres de Poussin qui sont terribles à parler de sa main et des difficultés de sa main. Il écrit encore à l'abbé Nicaise, qui est à Rome, « Je suis en peine de vous répondre à cause de la débilité de ma main tremblante qui ne veut plus obéir comme je le voudrais. » C'est donc l'histoire tragique du peintre qui perd la main. Et voilà une autre lettre à Chanteloup, un peu plus tard, à la Bibliothèque nationale, où vous voyez la difficulté de ce tremblement sur le manuscrit de la lettre. Et il y a une page célèbre d'un commentaire du Bernin sur Poussin en 1665, qui est rapporté par Chanteloup, le collectionneur ami de Poussin, qui sert de guide à Paris lorsque le Bernin vient à Paris en 1665. Louis XIV donne à Chanteloup le rôle de Cicérone pour le Bernin, et il y a donc un récit très détaillé de la visite du Bernin à Paris, et il se trouve un jour à visiter un collectionneur, marchand de tableaux, Jacques Cérizier, devant Saint-Méry, et Chanteloup raconte la réaction du Bernin devant les tableaux de Poussin. Il a vu, après, le grand paysage de la mort de Phocion et l'a trouvé beau.
De l'autre, où l'on ramasse ses cendres, après l'avoir considéré longtemps, il a dit « Il signor Poussin est un pittore che lavora di là », en montrant le front. Je lui ai dit que ses ouvrages étaient de la tête, ayant toujours eu de mauvaises mains. Tout le monde savait que Poussin avait de mauvaises mains. J'ai cité les lettres de Poussin à Chanteloup. Il a vu après la Vierge en Égypte, que j'ai dit être de ses dernières productions. Après l'avoir regardée, il faudrait cesser de travailler, a-t-il dit, dans un certain âge, car tous les hommes vont déclinant. J'ai reparti que ceux qui étaient accoutumés à travailler avaient peine à demeurer sans rien faire et travailler peut-être seulement pour se divertir. C'est ce que Barthes appelait le bricolage la semaine dernière. Il en est demeuré d'accord, mais a ajouté que leurs ouvrages, assez souvent, nuisaient à leur réputation. Donc, il faudrait mieux bricoler dans son coin et ne pas montrer ses ouvrages. Alors voilà les tableaux qu'il évoque, c'est ce que le Bernin a vu chez ce marchand. Eh bien, c'est ce paysage avec les funérailles de Phocion, et puis le paysage avec les cendres de Phocion. Donc ça, c'est les tableaux de la maturité qu'il trouve beau, mais fait avec la tête. Et puis, celui qu'il n'aime pas, la Vierge en Égypte, c'est sans doute cette fuite en Égypte, tableau qui avait disparu, qui a été redécouvert lors d'une vente aux enchères en 1986 seulement. C'est une affaire dont vous vous souvenez peut-être, parce qu'elle a fait beaucoup de bruit. La vente a été annulée et le tableau a été finalement acheté par le Louvre. Il est au musée des Beaux-Arts de Lyon. Il y a eu toute une controverse jusqu'à aujourd'hui relative à ce tableau pour savoir si l'attribution à Poussin est acceptable. Elle a été défendue par Jacques Tuillier, par Pierre Rosenberg, mais attaquée par Anthony Blunt. Et ces trois tableaux ont en effet été peints pour ce marchand. Et vous voyez que le fait qu'il soit présenté comme dernière production modifie aussi l'attente. Et en vérité, le Bernin a 4 ans de moins que Poussin. Il n'est pas tellement plus jeune, mais Poussin mourra quelques mois plus tard. Et vous voyez qu'on retrouve cette idée de Vasari, qui est l'idée classique, dominante, au moins jusqu'au romantisme, du déclin de la production d'un artiste. Avec ces 3 périodes, jeunesse, maturité et vieillesse, et l'idée qu'il vaudrait mieux arrêter pour préserver sa réputation. Il faudrait, dit le Bernin, cesser de travailler dans un certain âge, car tous les hommes vont déclinant. C'est la loi biologique. Poussin a perdu la fermeté de sa main, sa ligne est tremblée, et cette idée classique, renversée tardivement au XIXe siècle, eh bien, elle a été renversée pour donner lieu à une idée rivale, dont voici un exemple très fort sur les tableaux de Poussin, comment les derniers Poussins ont été revalorisés, réhabilités. Je la trouve chez Walter Friedlander, historien de l'art allemand, exilé aux États-Unis en 1933, comme toute cette histoire de l'art allemande qui a traversé l'Atlantique, élève de Wölfflin, donc du fondateur de la notion de style périodique, et non style individuel, et c'est comme ça qu'on passe à l'idée d'un style tardif qui pourrait être unitaire et non seulement individuel. Et Friedlander est le maître de Panofsky, donc c'est un jalon considérable. Il est l'auteur d'un livre sur Poussin en 1914, donc dès 1914, mais ce que je cite là, c'est un article de 1962, Poussin's Old Age. Et
lorsqu'il écrit cet article, ou du moins lorsque cet article est publié, Friedlander lui-même a déjà 89 ans. Donc lorsqu'il réfléchit à ce que c'est que l'art d'un homme âgé, lui-même est encore plus âgé. Et voici ce qu'il écrit, c'est un beau texte. Je crois que c'est ma traduction, je ne me souviens plus, je crois. C'est un phénomène remarquable et souvent discuté que les grands artistes développent dans les dernières années de leur vie un style sublime. Style sublime. Je reviendrai beaucoup sur cette notion qui se différencie de manière symptomatique. Donc le corps y a sa part. Le corps a quelque chose à voir dans ce sublime de l'artiste âgé, qui se différencie de manière symptomatique du style de leur jeunesse et de leur maturité. Donc on a toujours cette théorie des trois périodes, des trois styles, jeunesse, où on dépend encore des maîtres, maturité, où on se libère de ces schémas, et enfin vieillesse. Et donc on se libère du style de leur jeunesse et de leur maturité. Les œuvres du style tardif, vous voyez en anglais, the works of the late or old age style, qui est mis entre guillemets par Friedlander, les œuvres du style tardif ou de la vieillesse de Titien, Rubens, Rembrandt, vous voyez, qui commencent à en faire une notion qui traverse les individus, de Titien, Rubens, Rembrandt, et donc bien sûr Poussin, and others, et d'autres, attestent un élargissement et un approfondissement de l'imagination du point de vue de la forme et de la pensée qui compense l'incertitude naturelle de la vision causée par le déclin des forces physiques. Donc il y a un déclin des forces physiques incontestable, mais cette notion de compensation est fondamentale. Alors, j'ai dit, Friedlander a lui-même 89 ans quand cet article est publié, et je reviendrai sûrement à cette notion de style sublime des dernières années, de sublime associé au style tardif ou au style de la vieillesse d'un artiste, et on trouverait des expressions équivalentes chez un certain nombre d'auteurs. Chez l'un de ceux Sohm, que j'ai montré en bibliographie, il y a la notion de sublime senescence, donc sénilité sublime. Et chez d'autres, on trouve la notion de senile sublime, le sublime sénile. Je crois que je préférerais cette expression, le sublime sénile, plutôt que la sénilité sublime. Et je crois qu'on peut garder cette expression de sublime sénile, c'est-à-dire la métamorphose du déclin physique en grandeur métaphysique ou spirituelle, de la transcendance de la décrépitude en souveraineté. Et le tableau de Poussin en question dans ce débat, eh bien c'est, en fait il y en a deux, c'est l'hiver ou le déluge, celui dont parle Chateaubriand, qui est donc le 4e tableau du cycle des saisons du Louvre. Alors bien sûr, ce thème du cycle des saisons a à voir avec la vieillesse et l'hiver, qui est non pas en vérité le dernier tableau, la dernière toile de Poussin, qui sera son Apollon et Daphné. Mais on parle beaucoup des deux, les deux sont au Louvre et vous pouvez aller les revoir, d'autant mieux que les reproductions que j'ai trouvées, qui sont celles officielles du Louvre, ne sont pas d'une très très bonne qualité. Voici l'hiver ou le déluge, et voici, bon, j'y reviendrai puisqu'on en parlera avec Chateaubriand, et voici Apollon et Daphné, aussi au Louvre, donc les œuvres terminales de Poussin, œuvres testamentaires dont Friedlander nous dit dans cet article, Poussin's Old Age, la vieillesse du Poussin, que c'est une œuvre où il trouve une tranquillité immobile, une atmosphère pleine de paix et de bonheur qui est néanmoins imprégnée
du pressentiment d'une catastrophe. C'est comme ça qu'on interprète les œuvres tardives, avec la paix et la sérénité d'un côté, le desenectute, la paix et la sérénité, et d'autre part, le pressentiment de la catastrophe. D'un côté, la beauté idéale, de l'autre, la prémonition de la tragédie. Et on retrouvera ce mot de catastrophe à différentes reprises dans d'autres analyses. Il dit « In the midst of ideal beauty, the premonition of tragedy ». Dans ce tableau. Et comment, vous voyez, comment ne pas se livrer à une lecture biographique ou même autobiographique d'un tableau dont nous savons que Poussin savait qu'il serait le dernier, en le laissant inachevé, puisqu'il est inachevé. Il y a beaucoup de détails qui sont inachevés dans ce tableau. Et selon Bellori, qui est le continuateur de Vasari, qui a connu Poussin et qui a poursuivi ses vies des peintres, sculpteurs et architectes modernes, le tableau a été donné par Poussin au cardinal Massimi alors qu'il savait qu'il ne le réaliserait pas. Et voici ce que dit Bellori. « Mais parce que dans notre vie humaine, il n'y a pas de bonheur entier, chez Poussin est au sommet de sa créativité, il n'y a pas de bonheur entier, ses avantages furent interrompus par des indispositions physiques qui le troublaient souvent. Il avait un tremblement et un battement des poignets, c'est ma traduction, c'est pas très bon, ce qui l'empêchait de dessiner, et pour cette raison, certains de ses dessins n'ont pas les traits très sûrs et ils semblent faits d'une main tremblante. Avec l'âge, sa main s'affaiblit encore, ce qui gêna sa peinture. Au fil des temps, ses indispositions s'accrurent et l'affaiblirent tellement que dans ces dernières années, il eut du mal à quitter sa maison. Vous voyez que la main tremblante de Poussin est bien connue. Et puis, il poursuit, il manque à cette composition les derniers coups de pinceau en raison de l'incapacité et du tremblement de sa main. Et Niccolò la donna peu de temps avant sa mort au cardinal Camillo Massimi, sachant qu'il ne pourrait pas l'achever davantage, étant au reste parfaite. Oui, elle est parfaite et inachevée. L'œuvre, on retrouve cette idée, parfaite et inachevée. Et même dans le cas d'un artiste savant comme Poussin, formé à la mythologie et à la rhétorique, dont les sujets sont dictés par les textes et se prêtent à l'iconologie, même là, vous voyez la tentation de la lecture biographique des dernières œuvres qui s'impose à l'historien de l'art, et même pour les historiens de l'art les plus irréprochables. Anthony Blunt fait une analyse tout à fait comparable de ce tableau, où il analyse en termes de contraste entre la vie et la mort, fertilité et stérilité, vie et mort. Et vous voyez que ce style tardif est caractérisé par la tension entre paix et catastrophe, qui peut sans doute convenir comme une définition du sublime au sens de Burke, tel que Burke le définissait, paix et prémonition de la catastrophe. Alors bien sûr, dans l'hiver ou le déluge, il y a en plus une allégorie de l'âge. C'est le cycle des saisons qui se termine avec l'hiver, et on peut voir ce cycle comme à la manière d'une renaissance, annonçant le printemps, mais aussi à la manière d'une fin. Et ce tableau est inséparable pour nous du commentaire qu'en fit Chateaubriand, sur lequel je voudrais terminer, puisque je vous avais dit que je parlerai de la vie de Rancé, son dernier livre, justement dédié à l'abbé Séguin, un nonagénaire disparu au cours de la rédaction du livre. Et voici la fin de l'avertissement
de la première édition. Je vous avais conseillé de regarder plutôt la première édition, et cela va nous permettre une transition vers la littérature. La fin de l'avertissement de Chateaubriand, c'est pour obéir aux ordres du directeur de ma vie que j'ai écrit l'histoire de l'abbé de Rancé. L'abbé Séguin me parlait souvent de ce travail et j'y avais une répugnance naturelle. J'étudiais néanmoins, je lus, et c'est le résultat de ces lectures qui composent aujourd'hui la vie de Rancé. Voilà tout ce que j'avais à dire. Mon premier ouvrage a été fait à Londres en 1797, mon dernier à Paris en 1844. C'est donc bien le dernier, avec l'ambiguïté du mot dernier, le plus récent, mais aussi l'ultime. Entre ces deux dates, il n'y a pas moins de 47 ans, 3 fois l'espace que Tacite appelle une longue partie de vie humaine, quindecim annos grande mortalis aevi spatium. Je ne serai lu de personne. C'est ce que je caractérisais la semaine dernière comme ce syndrome du vieux saltimbanque, excepté de quelques arrière-petites-nièces habituées aux contes de leur vieil oncle. Le temps s'est écoulé, j'ai vu mourir Louis XVI et Bonaparte. C'est une dérision que de vivre après cela. Que fais-je dans le monde? Il n'est pas bon d'y demeurer lorsque les cheveux ne descendent plus assez bas pour essuyer les larmes qui tombent des yeux. C'est une image récurrente chez Chateaubriand que celle-là. Autrefois, je barbouillais du papier avec mes filles, Atala, Blanca, Simodocé, chimères qui ont été cherchées ailleurs la jeunesse. On remarque des traits indécis dans le tableau du déluge, dernier travail du Poussin. Ces défauts du temps embellissent le chef-d'œuvre du grand peintre. C'est l'idée, l'embellissement par les défauts du dernier tableau. Mais on ne m'excusera pas, donc c'est une profession d'humilité par rapport au peintre. Je ne suis pas Poussin, je n'habite point au bord du Tibre et j'ai un mauvais soleil. Jadis, j'ai pu m'imaginer l'histoire d'Amélie, maintenant je suis réduit à tracer celle de Rancé. J'ai changé d'ange en changeant d'année. La dernière phrase sera supprimée de la deuxième édition, quelques mois plus tard, qui dénigrait Rancé en le comparant à René. Donc il y a ce vieux rêve de Rome, et puis l'inversion, le retournement des défauts de l'œuvre en valeur, dépassement et sublimation. Non pas perfection, mais des défauts qui embellissent chez un grand peintre. Vous voyez qu'on a bien cette notion de sénile sublime, mais attention, le sénile sublime ne se révèle que chez les grands artistes. Il faut avoir été grand dans sa maturité pour connaître le sénile sublime. Et bien sûr, il y a la profonde mélancolie de cet homme de 74 ans, l'âge de Chateaubriand, au moment de la vie de Rancé, qui s'identifie à Poussin à cause de Rome et de la nostalgie du soleil, tandis qu'il vit dans son rez-de-chaussée humide de la rue du Bac et qu'il souffre de rhumatisme. Il y a donc une grande nostalgie dans cette vie de Rancé pour Chateaubriand, qui a découvert Poussin lors de son premier séjour à Rome en 1803, et Poussin qui l'accompagne tout au long de son second séjour à Rome en 1828 et 1829. Dans les Mémoires d'Outre-Tombe, c'est à propos, je crois, du premier séjour, j'aurais volontiers suivi Nicolas Poussin dans ses doctes promenades qui rappelaient celles des philosophes au jardin. Il y a ce rêve de Poussin à travers les 2 séjours romains. Que n'ai-je été, c'est dans les Mémoires d'Outre-Tombe, que n'ai-je été le contemporain de certaines créatures privilégiées pour lesquelles je me sens de l'attrait dans les siècles divers. Contemporain de Poussin. Et lors de son ambassade à Rome, donc en 1828, à la demande de Madame Récamier, Chateaubriand se ruina pour financer
ce monument à Poussin dans l'église où le peintre aurait été inhumé, avec un bas-relief qui représente les bergers d'Arcadie. Alors on sait que cette allusion à Poussin, dans l'avant-propos de la vie de Rancé, elle revient un peu plus loin, l'allusion revient, elle fait partie de ces digressions, puisque la vie de Rancé est faite de ces digressions, peu acceptées par les critiques à ce moment-là, et dans cette, voilà la digression, néanmoins, à l'époque de Rancé, Chateaubriand imagine ce qu'aurait pu être le séjour de Rancé à Rome s'il avait rencontré qui était à Rome en même temps que lui. Ils se sont croisés à Rome sans se voir. Néanmoins, à l'époque de Rancé, Rome n'était pas dépourvue de Français dignes de lui. En 1664, Poussin avait acheté de la dot de sa femme une maison sur le mont Pincio, auprès d'un casino de Claude Lorrain, en face de l'ancienne retraite de Raphaël, au bas des jardins de la Villa Borghese. Noms qui suffisent pour jeter l'immortalité sur cette scène. Le Poussin mourut au mois de novembre 1665, donc peu après le passage de Rancé, et fut enterré dans Saint-Laurent in Lucina, où Chateaubriand a fait élever ce monument. Si Rancé eût attendu seulement 5 ou 6 mois, il aurait pu assister à des funérailles avec l'abbé Nicaise, auteur d'un voyage à la trappe, là où je n'ai eu que l'honneur de placer un buste. Le réformateur aimait les tableaux, témoin ceux qu'il avait lui-même esquissés. En voyant le cercueil du Poussin, il aurait été touché, tandis que ce serait augmenter son mépris pour la gloire humaine. J'ai rencontré Poussin, dit Bonaventure d'Argonne, dans les débris de Rome, en dessinant sur les bords du Tibre. L'abbé Antoine Arnaud, de la génération de Port-Royal, affilié à la Trappe, avait aussi fréquenté l'auteur du tableau du déluge. Ce tableau rappelle quelque chose de l'âge délaissé et de la main du vieillard, admirable tremblement du temps. Souvent, les hommes de génie ont annoncé leur fin par des chefs-d'œuvre. C'est leur âme qui s'envole. Et vous voyez qu'ici apparaît très nettement ce thème romantique du chef-d'œuvre ultime, qui sera repris par les historiens de l'art allemands, et avec cette notion de sénile sublime, chef-d'œuvre ultime, testamentaire, prophétique de la mort. Et Chateaubriand sait bien que la main de Poussin tremblait. En fait, dans ce passage, il suit d'assez près la biographie de Michaud, qui donne une très longue description du déluge de Poussin, et que cette grande biographie du début du XIXe siècle, qui traite ce tableau de chef-d'œuvre du génie et, si l'on ose dire, de la peinture. Le déluge de Poussin, l'accomplissement de la peinture. Et dans la biographie de Michaud, on lit « Si la touche un peu molle qu'on a remarquée dans le déluge, son dernier tableau, semble convenir à une nature noyée par les eaux, ce qui alors pourrait être une beauté serait partout ailleurs un défaut. » Vous voyez que partout ailleurs ce serait un défaut, mais ici c'est sublimé par le thème du tableau, par le thème de l'œuvre dernière. Le tremblement de sa main se fait sentir dans les dessins de ce temps dont le trait est mal assuré. Alors je voudrais revenir pour finir à cet hypallage, ce superbe euphémisme qui déplace le prédicat du tremblement de la main au tremblement du temps, ce passage bien connu de l'admirable tremblement du temps. En fait, il y avait un brouillon. C'est un passage... Ah oui, je montrais l'un des rares ouvrages français qui touche à ce thème, c'est le beau livre de Gaëtan Picon, Admirable tremblement du temps, dans cette belle collection, Les Sentiers de la création, chez Skira, livre de 1970, où Gaëtan Picon aborde, au début du livre, ensuite il va vers autre chose, et puis Gaëtan Picon, je ne l'ai pas mis dans la biographie de tout à l'heure, ce n'est pas un historien de l'art, et c'est un essai littéraire.
Voilà le petit brouillon de Chateaubriand, où on voit bien comment il est arrivé à cette admirable image, le brouillon où on lisait « Poussin termina sa carrière par son tableau du déluge, on y croit reconnaître l'âge triste et la main tremblante du vieillard, admirable défaut du temps ». Défaut qui était l'expression qu'on trouvait dans la biographie de Michaud. Souvent, les hommes de génie ont annoncé leur fin par des chefs-d'œuvre. Et peut-être aussi, pourrait-on dire quelques mots de l'autre variante introduite par Chateaubriand par rapport au brouillon, qui est le quelque chose de l'âge délaissé. Ce tableau, on croit y reconnaître l'âge triste et la main tremblante. Ce tableau rappelle quelque chose de l'âge délaissé et de la main du vieillard. Ce quelque chose qui est terme général, terme générique, terme indéfini pour désigner cette sorte de mystère du sublime. Et vous voyez que, bien avant les historiens de l'art allemands, Chateaubriand annonçait cette dialectique du style sublime de la vieillesse, mais de nouveau, comme vous le voyez, chez les hommes de génie. Chez les hommes de génie seulement, l'âge ne révèle pas d'artiste, mais il rend encore plus admirable certains de ceux qui l'étaient déjà. Et ceux-là seulement qui se dépassent les limites de leur art à l'approche de la fin. Mais on peut se souvenir de ce que disait Pline, qui suggérait que nous trouvions ces œuvres encore plus admirables parce que nous savions qu'elles étaient les dernières et qu'elles annonçaient la fin. Merci.